Bon, allez, c'est parti. C'est parti. Donc, comme il y a des nouveaux, mais de toute façon, même quand il n'y a pas de nouveaux, on commence toujours par une petite introduction explicative. Donc, l'atelier s'intitule Yoga pour les méditants, donc pour les méditants, tant qu'à faire, bouddhistes. Et pour bien placer le contexte dans lequel on travaille, on se rappelle l'enseignement du Bouddha, le socle fondamental que sont les quatre nobles vérités. Si on aborde l'enseignement en se déconnectant des quatre nobles vérités, ça perd tout son sens. Hein. Donc toujours, quand on médite, toujours se rappeler pourquoi on médite. On médite parce qu'on a une aspiration, donc pour la vérité de la souffrance, les causes de la souffrance, le chemin qui mène à la cessation la cessation et le chemin qui mène à la cessation. Donc on médite, autrement dit, pour se faire du bien, on médite pour répondre à cette aspiration naturelle, instinctive qu'on a tous en nous de souhaiter être plus heureux et de souhaiter moins souffrir, hein, voire plus souffrir du tout, puisque ça se appelle la cessation. Hein. Et on a cette aspiration de manière extrêmement naturelle dans notre esprit, comme tous les êtres. Le souci, la première chose que nous enseigne le Bouddha, c'est pour commencer, de se recentrer sur cette aspiration, hein, qu'on a tendance à laisser beaucoup trop de côté. Et du coup, on a plein d'instincts naturels dans notre esprit qu'on lâche, c'est pas le seul. Hein, d'ailleurs, on va faire un certain nombre de pratiques physiques, d'exercices physiques, avec des étirements, des respirations, des choses comme ça. Et si on regarde les animaux, ils font ça de manière extrêmement naturelle. Si vous avez vu des chats, des chiens à la maison, vous voyez que les chats, les chiens naturellement s'étirent, se dénouent les tensions, se remettent la respiration en état, ils font des grandes respirations, et ils étirent très systématiquement chaque membre, la colonne, dans tous les sens, enfin, bref. Et cette aspiration à vouloir être heureux et à moins souffrir, pour vous donner un exemple concret du fait qu'on on a tendance à la laisser beaucoup de côté. On a beaucoup, j'en vois d'ailleurs sur l'écran, et on a des canapés à la maison qu'on a achetés avec une intention qui était extrêmement claire, c'est d'utiliser ça pour se détendre, pour se reposer, se sentir bien, donc on avait une intention qui était très claire, qui était en lien avec cette aspiration à vouloir se sentir bien. Mais si on regarde la réalité du temps qu'on passe dans le canapé, on passe pas 100% de notre canapé à se détendre et à se relaxer dans le canapé. On passe aussi beaucoup de temps à ruminer, à ressasser, à s'inquiéter, à, à se prendre la tête, etc. Ou des fois à se disputer, même si on est plusieurs. Enfin, et on n'a pas acheté le canapé pour ça. Hein. Si on avait à l'esprit cette aspiration qui nous a mené à acheter ce canapé pour se détendre, on aurait clairement à l'esprit que le canapé, c'est fait pour ça, et on passerait 100% de notre temps à se détendre dans le canapé. Et donc, si vous arrivez à vous détendre 100% de votre temps au canapé, vous n'avez pas besoin de suivre le cours, parce que vous avez déjà tout compris. Et vous êtes bien connecté à cette aspiration de manière stable. Et voilà. Donc, quand on parle du yoga, hein, donc on parle de la méditation, tout va tourner autour de cette pratique. Et quand on utilise le terme yoga en sanskrit, yoga, ça veut dire se mettre en union. Hein. Donc la première chose qu'on fait pour se mettre en union, c'est se mettre en union avec cette aspiration. Hein. Et si on fait des pratiques, que ce soit des pratiques physiques avec un yoga du corps, ou des pratiques respiratoires avec le yoga du souffle, ou que ce soit des pratiques plus méditatives avec un yoga mental ou émotionnel, tout doit être dirigé pour répondre à notre aspiration à se sentir bien. Hein. Un exemple aussi des pratiques respiratoires de yoga qui sont très utilisées maintenant par les plongeurs en apnée. Ils font des plongeons en apnée dans des très grandes profondeurs, ils restent sans respirer pendant de très longues minutes. Et ils utilisent ces techniques de yoga pour accroître leur performance. Et pourtant, ça ne fait pas d'eux des Bouddhas. Hein. Et si on lit, il y a un Dalai Lama qui a écrit un livre sur la grande perfection, hein, Dzogchen, qui est une variante, une petite variante de Mahamudra, une autre manière d'aborder Mahamudra qui s'appelle Dzogchen.
Donc Il c'est surtout explique que Mahamudra qui est une variante de Dzogchen. c'est proche, oui, c'est très proche, oui. C'est extrêmement proche. C'est une pédagogie un petit peu différente, mais le but est le même. C'est juste dans une pédagogie différente. Le but est le même. Hein, c'est d'atteindre la grande perfection. Et Mahamudra nous mène à la grande perfection aussi, c'est-à-dire l'éveil. Et donc dans ce livre, il explique que les pratiques sur le souffle, du yoga du souffle, sont absolument nécessaires pour obtenir la grande perfection. Et tous ces blancheurs apnés qui maîtrisent très très bien ces exercices du souffle n'ont pas atteint la grande perfection. Donc parce qu'ils les utilisent avec une intention qui les mène quelque part. Et si on utilise les pratiques du souffle pour soutenir les pratiques sur l'esprit, ça nous met dans une autre direction. Ça nous mène vers l'esprit plutôt que vers le fond de l'eau. Ok? C'est clair? Donc, c'est pour ça qu'il y a des explications nécessaires pour ces exercices, parce que selon la manière dont on les aborde, ça ne va pas apporter les mêmes résultats. Ok. Voilà, donc en yoga, on pratique, je viens de le dire, on pratique avec tous les éléments qui sont à notre disposition. Le corps, on se met en union avec notre corps avec une intention, c'est de le faire bien, de le mettre en bon état pour enlever les inconforts physiques, pour que tout fonctionne le mieux possible. On se met également en contact avec le souffle, avec une intention aussi, c'est de le mettre dans le meilleur état possible pour qu'il fonctionne bien, mais pas pour aller dans les profondeurs de la mer, pour qu'il fonctionne bien, pour que ça nous apporte un bien-être. Et la particularité du souffle, c'est que le souffle est en contact, est en lien avec absolument la totalité des fonctionnements de notre être. Quand on a une activité physique, qu'on fait du sport, le souffle se modifie pour augmenter l'apport d'oxygène. Donc on va respirer plus fort, plus profondément, etc. Quand on se repose, à l'inverse, la relaxation, qu'on se détend, le souffle se modifie. Notre souffle, donc tout ce qui touche à notre comportement modifie le souffle. Également, toutes les émotions sont modifiées modifient le souffle. Quand on a peur, on se crispe, donc on a plus de mal à respirer. Quand on est ébahi, on va s'arrêter de respirer. Comme il y a un moment de suspension, on respire plus du tout et on n'est pas du tout en train d'étouffer. On est dans un état extrêmement confortable d'ailleurs. Quand on est complètement abattu, tout le corps se ramollit complètement, la respiration devient toute molle, toute petite. Quand on est en colère, qu'on fulmine ou quand on rigole, tout ça modifie le souffle. Et si on regarde également un troisième aspect, qui est le lien direct du souffle avec la qualité de l'état d'esprit, si on observe un phénomène qu'on a tous, dont on a tous fait l'expérience, mais dont on n'a pas percuté sur la compréhension, c'est que quand on est enrhumé, il y a quand même, quand on a le nez bouché, il n'y a pas que comme il y a le Covid en ce moment, mais les simples rhumes aussi nous bouchent le nez. Et quand on a le nez bouché, on a le sentiment d'avoir l'esprit empâté, embrumé. Non, ça vous est jamais arrivé? On sent qu'on est tout embrumé, qu'on n'a pas l'esprit clair, etc. On se mouche, on se dégage le nez, et hop, d'un seul coup, on sent qu'on a l'esprit plus clair. Vous n'avez pas remarqué ça? Ok. Donc, on peut, à travers ça, comprendre qu'il y a un lien entre le bon fonctionnement du souffle, en particulier dans la partie haute dans la région de la tête, donc que les flux respiratoires se passent bien dans la région du nez, des sinus, etc., a un lien avec la clarté de l'esprit. Ok. Donc, c'est pour ça que les yogis qui s'adonnent à la méditation et dans les phases les plus élevées de la méditation pratiquent ces exercices du souffle pour que le corps fonctionne bien, parce que c'est aussi un reflet de notre état émotionnel, donc ça nous aide aussi, ça nous oblige à travailler sur nos émotions, et aussi pour obtenir la meilleure qualité d'esprit possible, dans l'esprit le plus clair possible et dans le meilleur état possible aussi. Ok? C'est clair? Oui. Voilà. Et ça tombe bien parce que justement, dans les pratiques méditatives aussi, ça explique pourquoi on avance de cette manière-là, c'est que quand on va dans les étapes les plus élevées de la méditation, avec la recherche de la libération et de l'éveil, on nous dit qu'il faut travailler sur deux aspects, nos émotions, il faut faut purifier nos émotions, enlever ce qu'on appelle les voiles émotionnelles, les perturbations émotionnelles. Quand on est
Quand on est en colère, ça perturbe la clarté de notre esprit aussi. Quand on est de bonne humeur, on a tout de suite un esprit, ou quand on est dans un sentiment positif, bienveillant, on a une clarté d'esprit aussi qui s'installe, hein. Quand on est déprimé aussi, qu'on va dire on voit tout en noir, hein, c'est une réalité, on voit les choses de travers, on les voit pas telles qu'ils sont, on les voit avec à travers un prisme noir, hein, qui perturbe les choses. Donc il y a ce qu'on appelle les voiles émotionnelles à éliminer, et puis également ce que sont les voiles cognitifs, hein, tout ce qui empêche notre esprit de voir les choses clairement, de percevoir clairement. D'accord? Voilà, donc le yoga la méditation nous invite à mettre l'accent principalement sur l'attention, l'union, le yoga des émotions, se mettre en union avec ses sentiments, ses émotions, hein, et également se mettre en lien avec son mental, avec son esprit pour mettre tout ça bien en ordre. D'accord? Donc le travail sur le corps et sur le souffle, on va appeler ça comme un adjuvant. C'est un adjuvant, hein, c'est quelque chose qui va potentialiser les exercices qui vont nous aider à travailler sur les émotions et sur l'esprit. D'accord? Hein. Donc tout ça, il faut que ça soit bien, bien clair, bien en tête. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on va faire de la pratique, à chaque fois au début de la pratique, on va commencer par ça, d'observer l'état dans lequel on est, comment je me sens dans mon corps, comment je me sens avec mon souffle, comment je me sens sur le plan émotionnel, comment je me sens sur le plan dans mon esprit, sur le plan. Et on fait des exercices et ensuite on regarde à nouveau notre corps, notre souffle, notre état émotionnel, notre état mental pour essayer de voir quel est l'impact de ces exercices sur ces différentes dimensions de notre être. D'accord? Mesurer la qualité de notre respiration en allant de plus en plus profond, mesurer la profondeur dans laquelle on peut plonger. On va mesurer l'effet de notre souffle sur notre état d'esprit. D'accord? Et ça nous amène à travailler de plus en plus de manière intérieure avec ces pratiques. OK? Et pour une petite anecdote avant de commencer, il y avait quelqu'un dans un centre il m'a dit: «Ah bah Hugues, tiens, puisque tu es médecin, ça, si vous avez de la chance, vous n'êtes pas médecin, on ne vient pas vous embêter avec ça.» Et quand on est médecin, il y a toujours quelqu'un pour venir dire: «Ah, tiens, puisque tu es médecin, j'ai un truc à te demander.» Enfin, bref, ce gars avait des problèmes il dit: «Je suis embêté, j'ai de la sinusite chronique, j'ai des allergies, j'ai toujours le nez qui coule, j'ai toujours le nez bouché, etc. T'as pas un truc?» Alors, comme c'était dans un centre bouddhiste, que les gens, ils n'aiment pas les médicaments, etc., j'ai dit: «On va pas lui donner des antihistaminiques, des trucs pour déboucher, etc.» Je lui ai dit: «Je vais donner un truc tout simple, tu vas laver le nez avec de l'eau salée pour bien nettoyer les narines, donc ça va enlever les particules allergisantes qui se mettent dans le nez puis qui provoquent les irritations. Tu vas bien faire ça régulièrement, 2-3 fois par jour. Et puis, comme il y aura moins de particules allergisantes, il y aura moins de phénomènes allergiques, c'est logique.» Hein. Il dit: «Ah ben d'accord, c'est tout simple, ça me va, je vais faire ça.» Et puis je le revois quelques semaines plus tard et il me dit: «Mais» à me dire: «Mais ça va beaucoup mieux, merci, écoute, vraiment, c'est super ton truc, j'ai le nez beaucoup plus dégagé.» Et là, il me rajoute un truc en me disant: «Et puis qu'est-ce que ça éclaircit l'esprit?» Qu'est-ce que ça éclaircit l'esprit? Et je vous assure, ça fait 36 ans que je fais mon métier de médecin, que je donne des choses aux gens pour se déboucher le nez, pour se laver le nez, qui ont des sinusites, des bronchites, des rhumes, des machins, etc. Je n'ai jamais un patient qui m'a dit: «Ah, c'est génial, ça dégage, ça clarifie l'esprit.» Hein. Parce qu'on n'a pas l'habitude de regarder notre esprit et de regarder dans quel état il est. Hein. OK? Donc c'est à ça que je vais vous inviter à travailler, à faire tous ces exercices et puis d'observer l'impact de tous ces exercices sur votre être, sur qu'est-ce que ça vous fait au niveau du corps, qu'est-ce que ça vous fait au niveau du souffle, dans quel état émotionnel ça nous met, également dans quel est l'état de l'esprit, l'état mental qui en résulte. OK? Ouais, j'ai été formé avec un prof de yoga indien qui, chaque fois, il nous donnait des exercices à faire. Il disait ça, et puis avec son petit accent anglais, il a dit: «C'est through the right nostril and then the left nostril and see the result.» See the result. OK? Voilà, donc on va s'installer dans une bonne posture assise, confortable. Et puis on va faire donc un petit état des lieux. On va observer l'état de départ, comment on se sent
En début de session, on observera plusieurs fois dans la journée, dans la session d'ici la fin, notre état, pour pouvoir comparer et observer les résultats, les effets de la pratique. Voilà, donc on va commencer par observer le corps physique. On observe le corps physique qui est essentiellement ce à quoi on accède, c'est-à-dire le corps musculaire. On observe les bras, les jambes. On peut observer que certains muscles sont détendus, confortables, d'autres nous paraissent tendus, crispés, voire douloureux. Donc les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers. Pour les membres inférieurs, les mains, les bras, les avant-bras, les épaules. Observez également toute la région du tronc, le bassin, l'abdomen, la cage thoracique. Observant les sensations musculaires en termes de sensations de confort ou d'inconfort, ou de tension ressentie plus ou moins dérangeante. La colonne vertébrale, les lombaires, les dorsales, la nuque. Et enfin, toute la région de la tête, du visage, de tous les muscles de la face, les mâchoires. On peut observer notre corps comme ça, région par région, et puis également d'avoir une perception plus globale de l'ensemble du corps, de la tête aux pieds. Donc on mémorise notre observation, donc observer les zones où le corps vous paraît confortable, les zones où les muscles vous paraissent tendus, voire inconfortables ou douloureux. Puis on observe l'état de notre respiration. Une partie de notre respiration est en lien avec de la perception de notre respiration est en lien avec le passage de l'air, le toucher de l'air dans les voies respiratoires. Sans l'air qui rentre et qui sort. Peut-être une sensation de température, un son produit également. Et le deuxième aspect sur lequel on va prendre plus de temps et sur lequel on met plus l'accent, c'est l'aspect des mouvements du corps. Sensation du corps qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. On va observer donc plus systématiquement ces mouvements du corps sur l'avant, l'arrière, les côtés, dans le bas, le haut du tronc. Observe les mouvements qui se transmettent du bassin vers les jambes, des épaules vers les bras, du cou vers la tête. Que ce soit dans les textes indiens ou les textes tibétains, on fait référence à la respiration et dans les deux traditions, on dit que les mouvements respiratoires peuvent se manifester sur la surface du corps tout entier, dans sa totalité, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, sur le bas, le haut, l'avant, l'arrière, dans toutes les directions. Le corps se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire, à condition d'être parfaitement détendu. C'est probablement pas le cas en début de séance. On observe également notre état émotionnel. Quel est le sentiment que vous éprouvez dans l'instant? Est-ce qu'on peut classer ce sentiment dans un état agréable, un sentiment positif, ou dans un état désagréable à percevoir, à ressentir, qu'on va classer dans les perturbations mentales, dans les perturbations émotionnelles? On peut mettre un mot sur ce sentiment, cette émotion. On peut aussi
mesurer une certaine intensité. On peut observer aussi si ce sentiment nous apparaît stable ou labile, c'est-à-dire changeant. Enfin, on observe notre état plus mental. On peut faire l'expérience d'avoir un mental stable, présent, avec une certaine aisance, ou au contraire très agité, et éprouver une certaine difficulté à s'installer dans l'expérience. Et de la qualité mentale également dépend la qualité de la perception qu'on a de soi. Est-ce qu'on peut percevoir, avoir des perceptions claires ou confuses, ou une perception riche ou pauvre de notre corps, de notre souffle, de notre état intérieur? Ça dépend du mental. En se plaçant sur l'expérience du corps musculaire et du souffle, peut résulter une sensation d'un relatif bien-être ou mal-être corporel. On se sent plus ou moins bien dans son corps. Et puis de notre état émotionnel et mental résulte là aussi un état relatif de bien-être ou mal-être psychique. On se sent plus ou moins bien intérieurement. Donc si on se place dans l'optique de travailler selon les enseignements bouddhistes qui visent à travailler sur les 4 nobles vérités, on peut identifier en soi une certaine dose de mal-être, d'inconfort. Et c'est des éléments concrets sur lesquels nous pouvons, que ce soit de l'inconfort physique ou de l'inconfort psychique. On mémorise l'expérience de départ, comment on se sent maintenant, et on va voir comment évolue ce ressenti au fur et à mesure de la pratique. Alors, je ne vois pas tout le monde sur les écrans, je vous demande de participer un petit peu. Donc, c'était possible de faire cette expérience. On pouvait faire comme ça pour dire oui, et puis comme ça pour dire non. Hein, faire un petit. OK. Bon, donc c'était possible de faire cette expérience, d'observer, de se mettre en contact, en union, en yoga, avec son corps, avec son souffle, avec son état émotionnel, mental, de faire cette expérience de soi. Oui, Oui, non? OK. oui, Ou un oui, petit oui. signe de tête, c'est bien. OK. Hein, et puis on peut Oui, avoir c'était une appréciation. super. OK. Voilà. Hein, donc on a une capacité d'apprécier un petit peu, de regarder plus à l'intérieur de soi et d'apprécier notre état, hein, par un ressenti intérieur. OK.
Voilà, donc c'est la première chose en yoga, c'est de se mettre en union avec soi, en union avec ses différents paramètres, et puis on va travailler toutes les pratiques sont calculées là-dessus. Il y a des postures pour travailler le corps, il y a des exercices sur le souffle pour travailler sur le souffle, et puis il y a des exercices de méditation sur les émotions ou méditation sur le fonctionnement de l'esprit pour le côté mental. Ok. Donc, et l'idée, c'est de ne pas faire ça comme ça bêtement, simplement, mais avec une compréhension et surtout une perception de l'effet. D'accord? C'est clair? Alors, est-ce qu'au niveau du corps, vous vous sentez à 100% parfaitement confortable? Moi, je me sens très confortable, 100%? mais avec une envie de dormir aujourd'hui. J'ai beaucoup bossé manuellement et j'ai une grosse envie de dormir. D'accord. Donc, c'est plus au niveau mental que ça manque de Ah, clarté et l'esprit est un peu embrumé, de là. vivacité, un peu embrouillé. Ok. Et, mais le corps est parfaitement, il n'y a pas une zone de tension, aucune, rien du tout? Non, Non? non, non. C'est peut-être l'esprit embrouillé qui perçoit rien. Voilà. Ça, c'est possible. Oui. Les autres? Oui, on n'est pas 100% là de mon côté. Ouais, moi non plus d'ailleurs. Donc, si vous faites l'expérience, si vous regardez un petit peu comment ça fonctionne, vous prenez le point comme ça, et puis contractez le point, et forcez, 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 forcez. Vous vous rendez compte que plus on contracte, plus on va dans une sensation d'inconfort. Et puis plus on se relâche, au contraire, plus ça devient confortable. On sent qu'on a besoin de faire quelque chose pour lâcher tout ça. Donc, du point de vue du musculaire, quand on regarde c'est quand on est avachi, complètement ramolli, ramollissez-vous un petit peu. Vous sentez qu'il n'y a pas. Bon, la posture nous apparaît pas tonique, mais ça ne crée pas des douleurs de se ramollir. OK. Donc, si on regarde du point de vue musculaire, tout ce qui va dans le sens de la contracture, de la contraction, de la douleur, et l'effet de contraction. On est d'accord? Et donc, il va falloir, si on veut améliorer le confort du corps, il nous faut logiquement décontracter, relâcher. OK? Et même si c'est pour ça que les animaux, ils font ça spontanément, parce qu'ils ont compris, ils sentent qu'avec l'exercice physique, ils sentent qu'il y a des muscles qui se contractent, et puis ils sentent que c'est pas agréable, et très naturellement, ils font ce qu'il faut pour se dénouer, enlever ces tensions. Les sportifs aussi, ils se secouent un petit peu, ils font des choses comme ça assez facilement. Voilà, donc la meilleure façon pour ceux qui sont déjà venus, vous le savez, la meilleure façon de relâcher les tensions, c'est la relaxation couchée, qui n'est pas un exercice pour les débutants, c'est un exercice qu'on fait quand on débute, mais plus on veut avancer dans la pratique, plus il est nécessaire d'approfondir sa capacité à se relaxer, à se relaxer, à se relaxer pour défaire toutes ces tensions qu'on accumule. Ce sont des tensions qui sont liées à l'activité physique. Le moindre mouvement de notre corps est fait par des contractions physiques. Et on voit tous les jours en consultation en médecine générale des gens qui ont même avec, à force d'utiliser le doigt de la souris toute la journée, rien que le doigt de la souris, pendant 8 heures suffit pour créer tout un tas de tensions et de contractures des cervicales, du dos, etc., des canaux carpiens, etc. Ça s'accumule beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc rien que pour notre santé, il est nécessaire de bien se relaxer. Mais pour la pratique de l'imitation, c'est encore plus important. Voilà, donc la relaxation couchée, la position couchée, c'est la seule posture dans laquelle aucun muscle n'a besoin de travailler. Donc c'est la seule posture qui est potentiellement capable de nous défaire 100% des tensions. OK? Donc on va s'allonger, tout simplement, bien confortablement, pour défaire ces tensions musculaires. Avec un coussin sous la tête. On met comme on veut en fonction de son confort. Vous pouvez mettre un coussin sous la tête, un coussin sous les genoux, un coussin dans différentes parties du corps selon votre propre ressenti. Moi, je suis sur mon canapé avec 5 coussins, donc je n'hésite pas. Voilà. Donc, utilisez tout ce qui vous permet de vous sentir confortable, parce que si vous avez un inconfort, une douleur quelque part, il y a des tendances réflexes à se contracter. Donc, si on veut vraiment bien se relâcher, il faut absolument se mettre dans la position la plus confortable possible.
D'ailleurs, j'ai étudié un vieux texte de yoga indien et toute l'introduction nous explique dans la pratique et c'est donc, il faut voir ça dans le contexte. Ils disent de s'installer dans une pièce un petit peu à l'abri du vent et des insectes, etc., pour pas être dérangé, mais aussi il y a toute une explication sur comment se installer son coussin avec des herbes particulières et pour que tout ça soit bien souple, pour que le corps soit pas dérangé par la dureté du sol. Ouais, donc les coussins peuvent aider à améliorer le confort, mais on peut aussi peut-être ajuster un peu la position du corps, déplacer un peu les membres, écarter ou rapprocher les jambes l'une de l'autre, écarter ou rapprocher les bras du tronc. Vous pouvez poser les paumes vers le haut ou vers le bas, poser les mains sur le ventre. Faites des essais pour voir quelles sont les positions qui vous conviennent mieux. On peut améliorer le confort du tronc en déroulant un petit peu le bassin pour poser un peu mieux les lombaires au sol. En allongeant un petit peu la nuque aussi. Et en écartant les deux épaules l'une de l'autre pour bien allonger les dorsaux. Écarter les dorsaux, les épaules. Et une fois que la position est trouvée, on s'installe simplement dans cette attitude d'être dans la réalité de l'instant présent, posé confortablement au sol sans rien faire. Et de la même manière que quand on fait un effort physique, automatiquement la respiration augmente, le cœur bat plus fort, les tensions musculaires augmentent. De manière automatique, grâce à des automatismes cérébraux, quand on s'allonge, les tensions relâchent, la respiration s'apaise, le cœur se ralentit. Observez ce que deviennent les sensations musculaires. Juste une petite instruction pour Jean qui est pour éviter la torpeur, on peut faire les exercices les yeux ouverts pour éviter de partir dans le sommeil ou la torpeur. Observez donc les différentes parties musculaires comme on l'a fait en position assise tout à l'heure. Vous observez les bras, les jambes, le tronc, la colonne vertébrale, le visage et observez l'évolution des sensations. On a pu identifier des zones de tension ou de douleur, d'inconfort tout à l'heure en position assise. Est-ce que ces mêmes zones du corps gardent ces tensions ou est-ce que ça évolue? Ressentez. On se met donc en union, en yoga avec son corps et on observe les effets du relâchement musculaire, le ressenti qui en résulte.
Puis on tourne l'attention vers la respiration. On peut ressentir le corps qui se gonfle à l'inspire, se dégonfle à l'expire. On peut poser une main sur le ventre, une main sur la poitrine pour mieux ressentir. L'avant du corps qui monte, qui descend. D'autant plus librement que la relaxation se produit. Quand les muscles sont contractés, ils deviennent durs, le corps a du mal à se gonfler. Quand on est détendu, les muscles s'assouplissent, le gonflement est plus libre. Au début, on peut avoir une perception assez rudimentaire de sa respiration, mais plus on reste présent et à l'écoute des sensations de mouvement du corps, plus on va pouvoir ressentir toute la surface antérieure du corps qui monte, qui descend, l'avant des épaules, l'avant de la poitrine, l'avant du ventre, du bassin, l'avant des cuisses, des bras, l'avant du cou, la face. Ces mouvements sont simplement liés au fait du changement de pression impliqué dans la respiration. Pression qui circule dans tout le corps. Observe également les sensations sur les côtés du corps, le côté droit, côté gauche, qui s'écartent à l'inspire, se rapprochent à l'expire, d'autant plus librement que la détente s'installe. Au début, on s'applique à percevoir principalement les mouvements au niveau du tronc, donc sur les deux flancs, droit et gauche. Avec l'entraînement, on perçoit également les mouvements qui se transmettent sur les côtés des membres inférieurs, des bras, les côtés du cou, également les côtés du visage. Tout le corps s'élargit à l'inspire, se rétracte à l'expire. On peut porter également l'attention sur l'arrière du corps. L'arrière du corps étant posé au sol, il ne peut pas se gonfler, dégonfler. Par contre, on peut expérimenter une sensation de pression qui augmente contre le sol à l'inspire, qui diminue à l'expire.
Appliquez-vous maintenant à observer la respiration dans sa globalité, de ressentir l'avant, l'arrière, les côtés, le bas, le haut du tronc, les mouvements qui se transmettent du bassin vers les jambes, des épaules vers la tête, du cou, les épaules vers les bras, du cou vers la tête. On essaye de ressentir le corps tout entier qui se dilate, se rétracte avec la respiration. Du fait de la cessation de l'activité musculaire liée à nos occupations quotidiennes et liée au maintien d'une position verticale, donc toutes les tensions d'origine mécanique se relâchent. Et si on veut que toutes les tensions se relâchent, il faut également s'occuper des tensions émotionnelles. Donc on va s'appliquer à bien se détendre émotionnellement. Cette sensation de détente peut être en lien simplement avec l'expérience de l'instant présent. Finalement, on est simplement posé confortablement chez soi, une certaine tranquillité, un certain silence autour de nous. On peut se mettre en lien avec cette sensation de calme qui règne dans l'instant présent. Simplement aussi dans le fait d'apprécier ces moments de tranquillité, de paix, que ce soit juste notre agitation quotidienne. Ces moments sont tout à fait bienvenus, il faut apprendre à les apprécier. Si on a des difficultés, on peut aussi s'aider d'une activité mentale apaisante. On peut évoquer une image apaisante, un sourire, un Bouddha, une fleur, un paysage, quelque chose qui nous plaît, qui évoque la tranquillité. Ou encore réciter une parole apaisante, par exemple le mot paix à l'inspire, paix à l'expire, ou Om Mani dans l'inspire, paix Meum dans l'expire. On observe l'état résultant dans la position couchée. Comment vous sentez-vous dans votre corps, dans votre respiration, pour apprécier un état de relatif bien-être ou mal-être physique. Est-ce que ça a changé par rapport à tout à l'heure, dans la position assise ou dans le début de la position couchée, quand on s'est allongé tout de suite? Est-ce que les tensions, les inconforts ont augmenté ou diminué? Comment vous sentez-vous émotionnellement? Comment vous sentez-vous mentalement pour apprécier un relatif état de bien-être ou de mal-être psychique?
Est-ce que ça a évolué, changé depuis le début de la position couchée, même depuis le début de la séance? Sans aucune brusquerie, on revient s'asseoir. Et on observe l'état résultant dans l'assise. Tour d'horizon à nouveau de l'état corporel, comment on se sent dans les bras, dans les jambes, dans le tronc, la colonne vertébrale, le visage. Quel est le ressenti musculaire, le ressenti respiratoire pour apprécier l'état du corps. Comment vous sentez-vous émotionnellement? Quel est le sentiment, l'humeur que vous éprouvez? Est-ce que ça a changé par rapport à tout à l'heure? Est-ce qu'il y a en termes de couleur émotionnelle et d'intensité? Comment vous sentez-vous mentalement? Est-ce que vous expérimentez plus ou moins d'agitation? Est-ce que vous pouvez ressentir cette sensation d'être centré, présent à soi-même? Une certaine stabilité à cette présence, à ce centrage? Que l'expérience de soi, de vous-même, de soi, vous apparaît plus claire, plus riche tout à l'heure? Est-ce que vous pouvez expérimenter un impact de la pratique de la relaxation sur votre état physique, respiratoire, mental et émotionnel, sur votre état de bien-être dans le corps, de bien-être dans l'esprit, de bien-être psychique? Alors, un petit peu de retour. Je vais peut-être remettre les micros pour pouvoir échanger un petit peu, surtout ceux qui viennent pour la première fois, qui ont un petit peu de retour sur le ressenti. Le retour est important pour la pratique, hein. On dit toujours la méditation, le yoga sont des disciplines qui s'enseignent, qui sont de tradition orale, qui s'enseignent d'un enseignant à un enseigné, à un élève. Et donc qui s'enseignent par la parole, mais qui s'échangent. Pourquoi? Parce que tout est une affaire de ressenti intérieur, hein. Un prof de chant, il entend ses élèves et il peut corriger en fonction de ce qu'il entend, en disant il faut travailler les aigus, il faut travailler la prononciation, il y a des choses parce qu'il entend ce que font les élèves. En méditation ou en yoga, tout se passe dans le ressenti intérieur, donc le prof n'a aucune idée, ou peut, en tout cas, peut avoir une certaine. Si je vous vois vous endormir dans l'assise, je me dis, bon, il en a torpeur, ou si je vois regarder à droite, à gauche pendant l'exercice, je me dis, bon, ils sont complètement ailleurs. J'ai quelques signes extérieurs qui peuvent traduire un état, mais sinon, si je vous vois assis comme ça, où vous en êtes? Est-ce que vous ressentez le souffle? Est-ce que vous arrivez à circuler dans votre corps, dans l'exploration de soi? S'il y a quelque chose qui se passe, je ne peux pas le savoir, hein. Et donc, je ne peux pas vous conseiller.
Voilà. Alors, est-ce que c'est possible de faire cette expérience de relaxation consciente et de ressentir des choses? Donc, moi, je veux bien dire quelque chose. Ouais, ouais. J'ai pratiqué l'auto-hypnose tous les matins pendant à peu près 25 ans, une demi-heure. Et je trouve que c'est un peu pareil ce que j'ai éprouvé comme sensation. C'est-à-dire que le scan du corps, effectivement, est important et la respiration et les battements du cœur, la respiration diminue, le rythme respiratoire diminue, les battements du cœur aussi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus lent. Donc, je fais un petit peu le parallèle avec l'auto-hypnose, là, ce que je viens de vivre. Ouais. Alors, toutes ces méthodes qui portent des noms occidentaux maintenant, il y a le training autochète de Schutz, l'auto-hypnose, la sophrologie, tous ces trucs-là, toutes ces disciplines ont été apprises par des gens en Orient et sont venus ensuite, ils ont mis des noms à l'occidental, mais ça part de la même base et des mêmes choses, hein. Puis de toute façon, on a tous le même corps, on a tous le même souffle, donc quand on se pose et qu'on se relaxe, quel que soit le nom qu'on donne sur la pratique, le résultat est le même, hein, ce qui est logique. Alors par contre, là, dans la pratique, je vous ai demandé d'apprendre, de ressentir un peu plus la respiration, l'avant, l'arrière, les côtés, le bas, le haut. De ne pas scanner le corps simplement du point de vue corporel, mais de le scanner aussi du point de vue de la sensation respiratoire. Est-ce que vous avez pu faire l'expérience de sentir le souffle qui gonfle et qui dégonfle de manière beaucoup plus diffuse, plus vaste dans le corps? Oui, tout à fait, justement. Oui. Si, Ok. euh, Ok. j'aurais pu citer aussi la sophrologie. Je ressens aussi Hmm. les mêmes sensations un petit peu. Ok. Oui, ben, Monsieur Caicedo, il est venu étudier au centre Cavale-Adam à, à Lonavala, à côté de Pune, entre Bombay et Pune en Inde. Il a travaillé avec mon prof, le même prof de yoga que moi, dont la spécialité, c'est de travailler sur le souffle. D'accord. Voilà. Donc c'est logique que tous ces exercices aient été introduits dans la sophrologie, puisque ça vient de cette école-là. Mm. Donc effectivement, il y a des choses en commun, hein. Mais Monsieur le Caicedo a peut-être l'intelligence de pas mettre de prendre un nom occidental à tout ça pour que ça, parce qu'il y a des gens pour qui quand c'est trop asiatique, trop oriental, il y a une espèce de, de méfiance, alors qu'il a d'une couleur très scientifique avec des mots très occidentaux, et donc ça, Oui, ça fait moins peur. c'est un petit peu comme quand on utilise le mot méditation. Ça fait déjà Ouais. un petit peu peur aux Occidentaux. Alors des fois, au mieux Alors utiliser le mot pratique de l'attention, pleine conscience ou mindfulness. voilà, exactement, entraînement mental, etc. Voilà. Oui. Pourtant, méditation, c'est bien français comme nom, hein. Oui, oui, puis même d'ailleurs, quand on regarde la pertinence comment, du mot, en fait, le terme méditation, quand on le lie un petit peu à la prière ou à la spiritualité ou même à la religion, il intervient bien à la fin. De, la méditation veut dire bien autre chose que justement que prier. Alors, voilà. Alors, dans la méditation a trois sens, en fait, hein, dans la pratique bouddhiste. Parce qu'on parle de la méditation de type, bah, je fais une petite intervention sur la sagesse bouddhiste dimanche matin, si vous voulez. Hein, mais il y a trois éléments particuliers dans la méditation. L'un, c'est ce qu'on appelle la méditation analytique, qui correspond beaucoup à ce qu'on fait, nous. C'est la méditation au sens de la réflexion profonde, hein, c'est de bien réfléchir profondément. C'est la méditation philosophique, par exemple, hein. On va essayer de réfléchir à un sujet particulier, puis essayer d'analyser profondément. Mais on parle aussi de la méditation scientifique. Par exemple, Einstein était un grand méditant qui méditait sur la nature de la matière, de l'énergie, etc., et qui a réfléchi très profondément. Et par la réflexion, il a réussi à comprendre, à découvrir le fonctionnement de tout un tas de choses qui étaient inconnues jusque-là, hein, et qui n'étaient que le fruit de la réflexion, hein. OK? On a pu démontrer ensuite, avoir des techniques qui ont permis de démontrer ces découvertes, mais en tout cas, ça a été d'abord une réflexion théorique, une méditation de type une analyse, une réflexion, hein. Et
dans la tradition orientale, la méditation de type analytique, la réflexion, est quelque chose d'extrêmement important aussi. Hein. De bien réfléchir aux 4 nobles vérités, de bien réfléchir aux causes de la souffrance, de bien réfléchir à l'impermanence, de réfléchir, il y a tout un aspect philosophique aussi dans le bouddhisme qui mène à une réflexion philosophique, hein, pour essayer de comprendre comment fonctionnent les choses, comment fonctionne la vie, comment fonctionne l'esprit. Hein. Le deuxième sens de la méditation, c'est ce qu'on appelle plutôt les méditations de type contemplative, la contemplation. Hein, qui contempler, ça veut dire observer. Hein. C'est observer de manière, par exemple, là, quand on est dans l'observation de soi, j'observe mon corps, j'observe mon souffle, j'observe mon état émotionnel, j'observe mon état mental. On a une méditation de type contemplative et qui va nous donner qui vise à nous donner une connaissance et enrichir notre connaissance, la connaissance de soi. Ok ? Contempler, il ne faut pas confondre de contempler et admirer. Hein, on dirait les touristes qui contemplent le paysage. Non, ils admirent le paysage, hein, pour trouver ça joli simplement. Hein. Contempler en français, ça veut dire réfléchir très attentivement. Hein. Ok ? Et là, quand on contemple le souffle, quand on fait une méditation contemplative sur le souffle, par exemple, on va observer le souffle à la surface du corps, de sentir le corps qui se gonfle, se dégonfle, etc. Mais on va même s'appliquer à l'observer, là on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais d'observer le souffle dans des sensations intérieures, à l'intérieur du corps. On sent qu'il y a des flux de pression qui circulent et il y a tout un tas de circulations de sensations qui sont liées à la respiration à l'intérieur du corps. On va s'appliquer à contempler la totalité de l'expérience du souffle telle qu'elle est possible avec notre système nerveux intérieur. Hein. Mais ça peut être aussi contempler les émotions, contempler nos ressentis. Quand j'ai une émotion, ceci ou cela, qu'est-ce que je ressens, de bien observer comment ça fonctionne, contempler le fonctionnement de l'esprit. Hein. Et c'est aussi dans les contemplations les plus profondes qu'on a dans le bouddhisme, c'est de contempler la nature des phénomènes de l'esprit et d'être capable de les voir comme étant des fabrications simplement, qui n'existent que comme des fabrications et qui sont impermanentes, et c'est que justement on dit que la libération, c'est une méditation de type contemplatif qui fait qu'on voit, hein, c'est pas juste qu'on voit que l'ego, l'absence d'ego, machin, on voit que l'ego n'est qu'une fabrication mentale et que en fait notre être n'est juste un être en perpétuelle transformation, en perpétuel changement, donc il y a une forme d'absurdité à vouloir figer l'ego comme étant d'avoir l'ego comme quelque chose de figé. Hein. Comme on entend des gens, moi je suis comme ça, je suis pas autrement, je suis né comme ça, puis c'est comme ça. Hein. Si on regarde véritablement notre être, nous sommes un être en perpétuelle transformation, en perpétuel changement. Il n'y a rien sur lequel repose notre personnalité qui soit stable. Hein. C'est ça qu'une chance, hein, parce que justement on peut travailler sur nous-mêmes et développer une énorme quantité de qualités. Et puis aussi, on peut justement, parce que quand on arrive à se voir comme on voit aussi nos défauts et nos dysfonctionnements comme étant des fabrications, ben on peut les démonter. OK ? Et donc ça, c'est une méditation de type contemplative. On contemple à l'intérieur de nous, on contemple le fonctionnement de l'esprit et notre nature. OK ? Et le troisième sens qu'on donne à la méditation, c'est ce dont Roger parlait, c'est ce qu'on appelle l'entraînement de l'esprit. En tibétain, on le dit lo jong. Lo, c'est l'esprit et jong, c'est l'entraînement. On s'entraîne à développer des qualités d'esprit. Donc, on a de l'attention, la concentration, la pleine conscience, la stabilité de l'esprit. On s'entraîne à cultiver des états émotionnels positifs, etc., etc. Hein. OK ? Donc ça représente tout ça, finalement, les pratiques de prière, juste comme ça, on met pas beaucoup l'accent là-dessus dans le bouddhisme, et on parle plutôt plutôt que de faire des prières, de développer des souhaits, hein, de cultiver un état d'esprit qui vise à souhaiter des bonnes choses. Ok ? Hein, quand on parle de spirit, quand on observe le fonctionnement de l'esprit, quand on cultive son esprit, qu'on entraîne son esprit, c'est proprement parler ça qu'on appelle la spiritualité dans le bouddhisme. Hein. Ok ? C'est pas le côté religieux finalement. S'il y a un côté religieux au sens propre du terme dans le bouddhisme, c'est se relier à soi, se relier à son esprit, se relier à la nature de l'esprit, hein, et puis également se relier aux autres aussi avec des sens de bienveillance et de... Ok ? C'est clair ?
Et se relier, avant tout, se relier à cette aspiration à vouloir être plus heureux et à moins souffrir. Hein. Se relier aux 4 nobles vérités, à cette base fondamentale, sinon, ok. C'est ça le plus important. C'est ça qui caractérise le bouddhisme fondamentalement, c'est ce lien avec cet instinct naturel, avec cette aspiration qu'on a à vouloir se sentir mieux. Alors, est-ce que ça fait du bien, l'exercice qu'on a fait justement, si on on vient aussi sur le côté expérience entre la position assise au début, on avait des inconforts, on a fait une relaxation. Est-ce que ça a apporté un mieux-être au niveau du corps et un mieux-être au niveau de l'esprit? Non, moi, Alors, vous pouvez faire comme ça ou comme ça. curieusement, je me sens plus éveillé après Oui. m'être allongé. À un moment donné, j'ai senti quand même que j'aurais pu m'endormir, mais je suis plus éveillé là. Je l'ai senti quand on s'est assis à nouveau. Ouais. Donc ça, c'est une chose qu'on peut effectivement aussi remarquer, c'est que, et ça je le remarque, c'est très très souvent que les gens puis me disent ça dans les cours, parce qu'on a eu sa journée de travail, on est occupé, etc., on est fatigué, et puis quand on fait une relaxation, finalement on enlève nos tensions physiques, on enlève nos tensions mentales, etc., etc. Bon, il y a un moment de repos aussi, et hop, on se sent plus mieux après, on sent qu'on est plus clair, qu'on a l'esprit plus réveillé, qu'on est moins fatigué, hein. Et il y a une grande partie de notre fatigue qui résulte de tensions qui sont présentes. C'est-à-dire que je suis fatigué parce qu'il y a une tension tout de suite, j'enlève la tension, il y a moins de fatigue. Mmh. Parce que ça dépend de l'énergie, les tensions. Le stress aussi, quand on est agité par son stress, ça dépense de l'énergie. Et dès qu'on calme, il y a une sensation de la fatigue, la sensation de fatigue diminue et on se sent plus clair. C'est vrai. Et que tu ne peux pas régler ta caméra, je vois juste le bas Ah de ton visage. Voilà, c'est mieux. Ça me perturbait. Moi, je ne me regarde pas aussi, qu'est-ce que tu veux. Moi aussi, Brigitte, ça me perturbe. Bon. Ah, donc ça vous a perturbé cette séance alors? Non, Vous ne non, voyez non. pas du tout allongé de toute façon. C'est parfait. Ouais. Bon. Bon, en tout cas, vous avez J'ai plus eu ça. l'observation, j'ai ressenti pour la première fois le gonflement de mes masséters, dis donc. Mais Mhm, quand tu as parlé bien sûr du ressenti au niveau du corps, hein, et mhm. au niveau du visage, j'ai ressenti le gonflement des masséters. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Visage qui gonfle aussi, une petite Ouais, ouais. pulsation au niveau du visage. C'est quoi les massettes? Alors, pour la petite histoire, un jour, j'ai suivi des cours, pendant un petit moment, j'ai suivi des cours avec un maître tibétain qui enseigne beaucoup sur les souffles aussi. Et puis, comme il savait que j'enseignais, il me dit, écoute, quand tu es avec tes élèves, tu leur expliques que travailler le souffle comme ça, c'est bon pour aboutir, ça aide à arriver plus vite à la réalisation de la pratique de Shiné, du calme mental. Ils s'en foutent. Tu dis que c'est bien pour la pratique spirituelle, ils s'en foutent. Tu dis c'est bien pour la libération, ils s'en foutent. Mais alors, donc tu leur expliques que bien sentir tout ça, les mouvements de visage, c'est bon pour les rides. Et alors là, ils vont pratiquer avec une. Là, tu es sûr, ils vont pratiquer. C'est pour ça que je pratique d'ailleurs. Mais Hugues, qu'est-ce que c'est que les masséters? C'est les muscles des mâchoires. Ah d'accord, d'accord. Et ces muscles, effectivement, sont très souvent très. On serre les dents, on est crispé souvent pour des raisons émotionnelles d'ailleurs. Hein. Parce que ça montre qu'il y a une détente émotionnelle on est d'accord, hein, c'est bien des crispations émotionnelles, Fanny, qui donne les crispations du visage. C'est Françoise, hein, tu m'as reconnue. Ah, c'est marqué Fanny. J'ai Oui, c'est changé marqué Fanny. mon prénom parce que j'en ai marre de voir des Françoises partout. Mais bon, voilà. D'accord. Bon, en tout cas, on est bien d'accord, s'il y a des tensions musculaires, si tu as senti le mouvement au niveau des mâchoires, c'est parce que les mâchoires se sont détendues et que ces crispations des mâchoires c'est pas parce que tu étais en train de manger ou mastiquer. Parce que c'est à ça que ça sert, c'est parce qu'il y a une. Hein, Absolument, oui. Et je hein, donc sentais c'est plus une. même si tu veux, ça gonflait. Je sentais mes joues, je sentais vraiment gonfler Ah oui. tout Ouais. le visage là. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Ouais, bah, c'est quelque chose d'important et avec la pratique, on s'en rend compte. Et le visage, c'est une zone qui est extrêmement riche sur le plan émotionnel. Hein. C'est quand même, on voit, vous voulez voir mon visage, ça permet de voir une expression, on voit quelqu'un qui est joyeux, qui est triste, on n'a même pas besoin qu'il parle ou quoi que ce soit. On voit sa tête, même sur une photo, on voit que quelqu'un est heureux, joyeux, triste, découragé, fait une mauvaise tête, on a la bouche qui tombe, enfin,
tout ça s'exprime sur le visage, on est bien d'accord, hein. Et souvent, on ne se rend même pas compte qu'on a des crispations, des tensions au niveau du visage. On dit « Oh non, non, je vois bien, je vois bien ». Puis alors, moi, je vois des patients comme ça, ils viennent, ils disent « Oh non, non, je vais très bien, je vous assure ». Ils ont peut-être comme ça, ils seraient tout tirés, tout crispés. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à faire bonne figure face à nos difficultés, parce qu'on ne le ressent pas, hein. En tout cas, le fait de ressentir beaucoup plus ces muscles au niveau du visage, quand on se met en contact avec soi comme ça, on se met en union, en yoga avec son visage, on va se rendre compte comme ça au cours d'une séance, mais de plus en plus dans la vie courante aussi, il y a plein de moments où on se crispe, on se tend, etc. On est en train de discuter avec des gens, ils nous disent quelque chose, on fait une grimace, et puis on ne se rend même pas compte qu'on fait une grimace. Hein. Ok ? Et du coup, on ne se rend pas compte qu'on fait la tête en train de discuter avec les gens et on s'étonne que la relation se passe mal, quoi. Okay. Il y a une autre chose aussi que j'ai observé, c'est que je ressentais bien quand je faisais de la sophro et puis en auto-hypnose, c'est qu'à un moment donné, au bout de 5-6 minutes, on a l'impression que le corps disparaît, on ne sent plus son corps. Et j'ai la même sensation quand je médite. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on a l'impression que on ne sent plus les membres, on ne sent plus les genoux, on sent comme une absence de sensation physique. Ça dépend de la pratique, c'est-à-dire que ça dépend de la manière dont on est dirigé. C'est-à-dire que là, par exemple, je vous ai mis une partie de la pratique, la première partie, je vous dis allez, sentez votre corps, vos muscles, vos bras, vos jambes, la respiration, etc. Et puis après, j'ai dit, bon, maintenant, on va s'occuper beaucoup plus se détendre sur le plan émotionnel. Et à un moment, on déconnecte complètement. Hein, on est dans ses pensées, je récite une parole, je pense à une image, etc. À ce moment-là, on est complètement déconnecté. Hein, on change de secteur. Et ces mouvements de l'esprit, on dit qu'ils circulent dans 3 espaces. Ils circulent dans l'espace du corps, dans l'espace extérieur et dans l'espace intérieur, hein, qui est l'espace le monde de l'esprit, quoi, l'espace de l'esprit. Hein. Donc, quand on est dans le monde extérieur, et on perçoit le monde extérieur, mais on perçoit beaucoup moins son corps et on perçoit beaucoup moins l'intérieur. Quand on est vers le corps, on va sentir plus le corps et moins le monde extérieur. Et quand on va vers l'esprit, on ne sent plus non plus ni le monde extérieur, ni le corps, mais on est plus dans un espace de l'esprit. L'espace éthérique, on appelle ça. C'est l'esprit, c'est l'espace de l'esprit, c'est plus. Ok. On parle des trois espaces. Bonsoir, c'est Daniel. Je voudrais poser une question parce qu'à la Oui. fin de la méditation qui s'est bien passée, quand je me suis réassise, j'avais du froid dans le corps. Voilà, donc ça c'est aussi logique, surtout en hiver. Mais quand on a une activité physique, que les muscles s'activent, ils produisent de la chaleur. Et quand on se relaxe, les muscles diminuent leur activité, donc ça produit moins de chaleur. Et donc effectivement, quand on fait de la relaxation ou de la méditation dans le froid, en période hivernale, si c'est pas suffisamment chauffé à la maison, il vaut mieux prendre bien s'habiller, mettre quelque chose de chaud, mettre une couverture. Moi d'ailleurs, j'ai une petite couverture que je mets comme ça pour méditer à la maison ou pour faire la relaxation couchée aussi. Donc c'est logique qu'il y ait un peu de fraîcheur, qu'il y ait une baisse de la température à cause de la relaxation. Donc bien se couvrir. En tout cas, il y a une chose qui est sûre. Alors par contre, à l'inverse, quand il fait très chaud et qu'il y a de la canicule, le fait de bien se relaxer nous fait qu'on supporte beaucoup mieux la canicule parce qu'on produit moins de chaleur. On peut s'acclimater un peu mieux. Et dans les pratiques de yoga tibétain, ils font beaucoup, comme il fait en pays froid, ils font ça aussi l'hiver. Il y a beaucoup d'exercices, on fait des mouvements, des choses, on se réchauffe, on bouge les muscles. Il y a des mouvements, des respirations assez fortes, assez vigoureuses aussi pour réchauffer. Hein. Et on fait beaucoup ça. Ce sont des exercices d'ailleurs qu'on ne fait pas dans les régions du sud de l'Inde qui sont plus tropicales où il fait très chaud. On ne fait pas du tout ces pratiques. Oui. Et justement, puisqu'il y a un peu de froid, puis qu'on ne va pas laisser Daniel comme ça se peler, on va faire
On va faire quelques exercices un peu de respiration un peu plus active pour mettre ça va produire un peu de la chaleur. Mais là encore, c'est bien de produire de la chaleur, pour se réchauffer. Mais profitons là encore de faire ces exercices pour continuer continuer à se recentrer, à bien sentir son corps, bien sentir sa respiration, de continuer à entraîner son esprit, à être bien présent, bien stable, beaucoup plus intériorisé, hein, et d'être pleinement absorbé dans l'expérience pour que ça soit aussi, pas qu'un exercice respiratoire, mais que ça soit un exercice qui implique l'esprit, hein, en termes de qualité d'attention et en termes de qualité avec toujours cette recherche d'enrichissement de l'expérience du moment, hein. J'ai l'habitude de comparer ça, c'est comme quand on fait de l'œnologie ou de la gastronomie, ou qu'on fait on enrichit, mélomane, les sons sont les mêmes, mais on s'applique à en avoir une expérience beaucoup plus riche. Ok ? Donc, c'est un œnologue, entre quelqu'un d'ordinaire et un œnologue. Il va dire un vin, c'est bon, c'est pas bon. Alors qu'un œnologue va ressentir une richesse incroyable de perception avec du vin et qui va pouvoir. OK. Parce que notre corps, notre être, on en a une perception qui est généralement assez rudimentaire. Et l'idée, c'est de pouvoir enrichir cette perception de soi, hein. On travaille sur le souffle, on travaille sur le corps, mais en arrière-plan, c'est l'esprit qui enrichit sa capacité à percevoir, hein. On est d'accord ? Hein. Voilà, donc on va se remettre on va reprendre en position assise, confortable. Et jusqu'à présent, donc, on a travaillé avec des respirations qui étaient simplement des respirations donc, naturelles. Et là, on va faire des respirations volontaires. On va faire des respirations volontaires, donc plus profondes. Et donc, quand on inspire, on a le diaphragme qui descend pour faire rentrer l'air à l'intérieur, ça agrandit l'espace intrathoracique pour faire rentrer l'air. Et quand on expire, le diaphragme remonte pour repousser l'air comme un piston. Et donc, on va commencer par expirer profondément en travaillant avec le ventre qui va repousser le diaphragme vers le haut. Donc, on rentre le ventre pour repousser le diaphragme vers le haut pour faire sortir l'air. Donc, on sent qu'il y a des contractions musculaires qui se produisent et que ça fait sortir l'air. Puis, si on relâche le ventre, l'air rentre. Donc, faites 5 ou 6 respirations comme ça profondes en expirant. Vous contractez les abdominaux. Vous pouvez mettre une certaine vigueur dans cette contraction pour produire un peu de chaleur. Puis on relâche. Le ventre se dilate et l'air rentre naturellement, sans effort. Voilà, continuez. Et maintenant que vous avez le bon mouvement, imprégnez-vous complètement ce que vous sentez dans le ventre, la poitrine, les épaules, les bras. Ressentez tout votre corps pendant ces respirations profondes, ces expirations volontaires profondes. Donc on s'applique à avoir le mental totalement absorbé, bien stable. Et vous faites ça, bien évidemment, très calmement. On ramène la respiration au repos, on observe le résultat. Donc on va parler d'une sensation de chaleur. Est-ce que vous avez expérimenté un petit changement de température pour l'effet physique? Est-ce que vous observez les résultats de cette application, être présent, attentif? Vous pouvez expérimenter cette sensation de
Restez centré, présent, stable avec vous-même. Sans effort, le centrage n'est plus un effort volontaire de se recentrer, ça persiste naturellement après l'exercice. Si vous êtes appliqué à rester bien calme pendant la pratique, il y a certainement aussi un effet émotionnel à observer. Alors, c'est une réponse pour Daniel. Est-ce que ça s'est chauffé un petit peu? C'est parfait. Bon, bah, ça marche. Ça marche. Ça marche. Ok. Un bon petit truc, hein, c'est facile à faire. Hein. On a fait 4-5 respirations comme ça, un peu plus profondes, un peu appuyées avec les abdominaux. Ça crée de la chaleur et c'est un petit peu mieux. Donc là, on était essentiellement dans une expiration volontaire. On va associer l'inspiration volontaire pour faire une respiration plus profonde encore. Donc quand on vide avec le ventre, on pousse le diaphragme vers le haut pour chasser l'air. Et quand on relâche le ventre, l'air rentre, c'est l'inspiration. Et si on veut inspirer, pendant que le ventre se gonfle, on va en même temps soulever les côtes. Continuer en inspirant, en actionnant les muscles intercostaux pour soulever les côtes, pour permettre à la cage thoracique de bien se dilater aussi. Donc on gonfle le ventre naturellement au début de l'inspire et ensuite, pendant que le ventre continue à se gonfler, on continue à ouvrir la cage thoracique pour faire une inspiration profonde. Et faites ça gentiment et confortablement. Hein. On met de la vigueur et de la profondeur dans le souffle, mais confortablement et lentement. Puis ensuite, on relâche la cage thoracique. On prolonge l'expire avec le ventre comme on a fait tout à l'heure. Puis on relâche le ventre qui se gonfle. Et on prolonge l'inspire en ouvrant, en soulevant les côtes. Un petit moment où la respiration s'arrête. L'inspiration s'arrête, puis on relâche la cage thoracique, on vide le ventre et ainsi de suite. Une fois que la mécanique est bien mise en place, appliquez-vous à enrichir les sensations, les mouvements du corps sur l'avant, l'arrière, les côtés, dans le bas, le haut du tronc, du bassin vers les jambes, des épaules vers les bras, du cou vers la tête. Éventuellement, certains peuvent ressentir des changements de pression, des flux de pression à l'inspire, à l'expire, à l'intérieur du corps. Ça s'applique à être respirer dans une bonne mécanique, mais en même temps d'avoir l'esprit complètement absorbé dans l'observation, l'enrichissement de la perception. Faites ça confortablement et calmement. Si vous sentez des résistances quand vous inspirez profondément, ne forcez pas. Il vaut mieux lâcher, revenir dans l'expiration et bien se détendre dans l'expiration. Et au fur et à mesure des respirations successives, on peut se rendre compte que les tensions lâchent, mais surtout respirer lentement. Là aussi, dans cette pratique, tout notre être est impliqué. Il y a des manifestations physiques, notre corps est dans une certaine posture. Donc, on peut expérimenter
tenter aussi d'être parfois crispé, avachi, ou au contraire dans une bonne posture bien détendue. On a des perceptions respiratoires qui intéressent différentes régions du corps. On s'implique mentalement, en s'appliquant à être stable, présent, complètement absorbé dans la pratique, complètement dedans, uniquement à ça. Et on s'implique émotionnellement également en cultivant une attitude calme, paisible. On ramène la respiration au repos et on observe l'état résultant. On observe l'état du corps, l'état du souffle, l'état mental, l'état émotionnel. Est-ce que vous pouvez faire cette expérience de vous sentir centré, présent à vous-même? Que cette sensation de présence, de centrage fait preuve d'une certaine stabilité? Comment vous sentez-vous émotionnellement? Comment vous sentez-vous dans votre corps, le corps musculaire, la respiration? On va commencer la séance exactement dans cette même posture, en observant ces mêmes aspects, le corps, le souffle, l'état mental, l'état émotionnel. Qu'est-ce qui a changé avant-après? Est-ce que vous êtes strictement dans le même état qu'au début? Ou est-ce qu'il y a des changements? Et s'il y a des changements, quels sont-ils? Alors, Moi, Hugues, j'étais un peu tendu avec le dernier exercice, mais je pense qu'en fait, j'ai un peu trop forcé sur l'inspiration volontaire et l'expiration volontaire. D'ailleurs, ouais, l'expiration et l'inspiration qui suivaient étaient un peu rapides. Tu disais respirer lentement, c'était pas très lent. ok. Donc effectivement, il faut faire attention à ne pas tomber dans l'exercice physique. Hein. On n'est pas en train de faire des exercices bon, sauf si on veut se réchauffer, hein, on peut mettre un peu de vigueur, mais quand on fait des respirations complètes comme ça, on cherche quand même aussi le confort, le bien-être. Hein. Euh, quand on respire profondément, ça tire sur les parois du corps. C'est logique, hein, parce que ça doit gonfler. Et sur les parois du corps, comme dans les toules, ce sont des parois musculaires. En grande majorité, c'est ostéomusculaire.
il y a des muscles et ces muscles sont encore l'objet de tensions, de crispations, etc. Hein. Et quand on a des tensions, quand on a une crampe, on a une attitude, qu'on a une technique qu'on connaît tous, c'est de tirer sur la crampe. Hein. Quand on a une crampe dans le mollet, on prend le pied comme ça, puis on tire dessus, et on tire tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. On ne tire pas brutalement. Si on tire fort comme ça, il y a une résistance au tirement. Hein, ça fait comme un élastique, ça repart dans l'autre sens. Hein. Donc si on veut, vous pouvez tous le faire, hein, observez ce qui se passe au niveau de votre muscle. Si vous appuyez sur la main comme ça, si vous appuyez tout doucement et lentement, vous sentez que le muscle s'allonge, alors que si vous le faites rapidement, ça fait comme un ressort. Hein, okay. Donc c'est pareil, si on respire profondément, si on veut allonger, ouvrir, dégager, il faut respirer le plus lentement possible pour que les muscles s'allongent et s'étirent. Ok ? D'accord. C'est clair, hein ? Si tu fais, on peut faire l'expérience. Faites l'expérience en respirant. Faites l'expérience, vous expirez, vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, et puis vous sentez qu'il y a un moment, ça s'arrête. Mais si vous continuez, vous pouvez dire, mais on peut continuer à vider. On peut en enlever encore. Vider, 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 vider. Aller à fond, 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 à fond. On sent qu'on fait un effort, on se crispe, on contracte tout. Hein, vous sentez que vous pouvez surexpirer ? Oui. Voilà. Hein, et qu'est-ce qu'on fait quand on surexpire comme ça ? On crée des tensions. Et ce n'est pas franchement confortable. Ok ? Pareil, quand vous inspirez, si vous inspirez à fond, vous inspirez. Et si on surinspire, on peut encore en mettre en vrai, plein, à fond, à fond, à fond. Non, on sent encore qu'on crée plein de tensions. Ok ? Ouais. Donc, c'est pas le but du jeu. Hein. Donc, faites la même chose maintenant. Vous videz, hein, les uns comme les autres, pour faire l'expérience, vous videz le ventre. Puis, à un moment où ça s'arrête confortablement, hein, on reste dans la zone de confort. On a bien vidé, mais on est dans la zone de confort. Puis ensuite, on relâche, on inspire. On inspire, on inspire, on inspire. On reste confortable. Et à un moment, ça s'arrête. On pourrait tirer, mais avec des efforts et en partant dans les contractions musculaires. OK ? Ok. Donc, on reste dans cette zone de confort. Par contre, plus on se détend et plus on va lentement, plus la zone de confort va s'élargir. OK ? Et à ce moment-là, comme c'est confortable, ça permet aussi de capter l'esprit dans une sensation de bien-être avec soi-même. Alors que donc c'est beaucoup plus stabilisant pour l'esprit, c'est beaucoup plus apaisant pour l'esprit dans cette zone de confort. OK ? Si tu fais ça pour faire de la kiné respiratoire, pour augmenter ta capacité respiratoire, il n'y a pas de souci, tu peux faire des efforts comme ça. Là, on fait des exercices respiratoires dans l'idée d'apaiser son esprit, de se calmer, d'améliorer son bien-être. Donc, on reste dans la zone de confort. OK ? Ok. D'accord. Et au fur et à mesure que la détente s'installe, les muscles diminuent. Et à ce moment-là, la capacité respiratoire va diminuer, mais par la détente et pas par l'effort. Donc, ça restera confortable. D'accord. C'est clair ? C'est clair. Voilà. Ok. Donc, même ces respirations profondes, on peut les faire avec une intention qui est de bien régler sa mécanique respiratoire, entraîner ses muscles. On peut le faire avec l'intention de travailler sur les parois du corps pour défaire les tensions, assouplir, que ça se dégage bien, etc. Et il y a j'ai oublié son nom, ça ne me vient pas, qui disait c'est un peu comme si on voulait tout déplisser les parois du corps, comme si on était un peu tout fripé, puis voilà, on veut lisser les parois, retrouver une dilatation bien homogène, hein, une respiration bien homogène dans tout le corps, et ça permet de développer une grande détente du corps. Ça fait une détente mécanique du corps parce qu'on étire les muscles, mais comme il y a des tensions émotionnelles, si on le fait, on est obligé de le faire très calmement, d'être très posé, très calme, pour que les tensions émotionnelles du corps se défassent aussi. Hein. D'accord ? Et donc, on peut le faire donc, avec cette intention de bien détendre le corps des tensions musculaires, mais aussi bien s'apaiser émotionnellement pour défaire les tensions émotionnelles. Et donc, en restant en contact avec cet aspect émotionnel, je fais ça très calmement et très paisiblement. Et à ce moment-là, on expérimente cette sensation en même temps d'être paisible. OK ? Si on va chez le médecin pour mesurer la pression respiratoire ou la capacité respiratoire, on va faire des grandes respirations, etc. On sort par là en disant c'est bien, je suis centré, je suis calme, etc. Ça fait pas le même. On fait des respirations profondes et ça ne fait pas cet effet-là.
Donc, ce n'est pas la mécanique respiratoire ni l'oxygénation qui fait ça, c'est l'état d'esprit dans lequel on le fait. Hein. J'insiste là-dessus pour la compréhension. Hein. Imaginez que vous êtes vous êtes à la maison de campagne, vous avez fait du feu, le feu il est un peu humide, vous essayez d'allumer ça, puis on respire profondément et puis on souffle profondément. Hein. Il y a des pipes pour faire des espèces de grandes tiges comme ça pour souffler. Il y a le soufflet à main, puis il y a la pipe pour souffler dans les braises pour activer le feu. Et on est obligé de souffler lentement et profondément aussi. Hein. Et on peut très bien être en train de souffler, etc., et puis d'être là en train de s'énerver parce que le feu ne prend pas. Donc sur le plan émotionnel, ça ne va pas du tout avoir le même impact, même si on respire profondément et lentement. D'accord ? Hein ? Donc ce qui fait que ça nous apaise, c'est parce qu'il y a en arrière-plan, notre esprit est présent aux sensations, stable, centré, intériorisé et dans un état de tranquillité intérieure. Tous les aspects sont importants pour bien comprendre la pratique, hein, sinon ça ne fait pas le bon effet. Hein. D'ailleurs, on voit des gens qui pratiquent, on dit aux gens, ça m'est arrivé quand j'étais jeune, je conseillais de faire à mes élèves, mes patients, de faire des exercices pour se calmer comme ça. Et puis, il y en a un qui me racontait, en fait, il faisait des exercices, mais il ne faisait vraiment pas de bon cœur. Et puis, mentalement, il répète, mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Elle inspire, puis oh, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, elle expire. Il faisait ça très bien, mais pas avec le bon mantra, quoi. Et ça ne faisait pas du tout l'effet psychique de détente qui était escompté. Pourtant, sur le plan mécanique, sa respiration, c'était à peu près pas. Vu de l'extérieur, je ne voyais rien quand j'avais l'exercice. Mais c'était une tête de mule et il faisait exprès, en plus, de faire le contraire, intérieurement, le contraire de ce que je lui demandais. Comprenez ? Oui. Hein ? Donc, c'est tous ces paramètres, tout l'art du yoga physique ou mental, etc., c'est de bien comprendre la manière de poser son esprit dans la pratique, et c'est ça qui va apporter le résultat. Hein. Parce qu'on va entraîner son esprit à être plus présent, plus attentif, plus stable, de l'entraîner à percevoir les choses de manière plus riche et plus globale, de percevoir justement simultanément tous ces aspects de notre être pour se rendre compte que tout fonctionne en même temps. Il y a le corps, il y a le souffle, il y a les émotions, il y a les pensées, que tout ça s'articule dans un fonctionnement et d'être capable de voir toute la totalité de notre être et comment elle s'articule et comment ça fonctionne. OK ? Voilà, il faut donc ça, tout doucement, ça s'enrichit. On sent plus son corps, on sent plus son souffle, on sent mieux ses émotions, on sent mieux les processus de l'esprit, on est plus stable et on voit bien le déroulement de la fabrication qui se produit. OK ? OK. Voilà, voilà. Ben, merci Hugues. Avec Merci plaisir. beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Hugues. Merci.